Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Elijah Magnier dans l'émission. Elijah est analyste politique et correspondant de guerre chevronné avec plus de 35 ans d'expérience à couvrir le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Sa connaissance approfondie de l'Iran, de l'Irak, du Liban, de la Libye et de la Syrie rend ses analyses incontournables pour quiconque veut comprendre les affaires complexes, souvent mal présentées dans les médias occidentaux. N'hésitez pas à consulter son site magnier.com pour des mises à jour quotidiennes sur le Moyen-Orient et bien au-delà. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Elijah, ravi de te retrouver dans l'émission. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, comme toujours. Alors, beaucoup de choses se passent en ce moment. Commençons par la visite au Pakistan du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Il a passé plusieurs heures à Islamabad et a rencontré des responsables pakistanais de haut niveau. D'après les publications des responsables iraniens sur X, j'ai compris qu'aucune rencontre avec des représentants américains n'était prévue, ni n'a eu lieu. Pourtant, le président Trump affirme que des discussions sont en cours ce week-end. Il a envoyé son gendre, Jared Kushner, ainsi que son partenaire d'affaires de longue date, Steve Witkoff, à Islamabad. Alors, selon vous, où en sont les États-Unis et l'Iran dans les négociations entre les deux pays en ce moment? Bon, tout d'abord, comme vous l'avez dit, je vais partir de là. Il a envoyé son gendre et ses partenaires de longue date. Ce ne sont pas des diplomates. En face, il y avait quelqu'un comme le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a commencé à 21 ans, avec 45 ans d'expérience dans la diplomatie, dans la compréhension des dynamiques du monde et des négociations. En réalité, le problème, ce n'est même pas Donald Trump lui-même. Ce n'est pas un négociateur, ce n'est pas un homme politique. C'est un faiseur de deals, ou plutôt un homme d'affaires. Or, les affaires du monde ne se gèrent pas comme un commerce, surtout dans une région aussi complexe que le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest. Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est un énorme fossé entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump veut renverser l'accord conclu par Barack Obama en 2015, connu sous le nom de JCPOA. C'est un accord sur le nucléaire, un accord que John Kerry, l'ancien ministre des Affaires étrangères, disait avoir été approuvé par tous les services de renseignement occidentaux, tous les analystes, tous les experts des think tanks, tous les conseillers, bref, tous ceux qui connaissent les questions nucléaires et l'Iran. Et il disait, c'est le meilleur accord possible. Eh bien, Donald Trump pensait qu'il pouvait en obtenir un meilleur. En 2018, il s'en est retiré, et il a dit ensuite, j'attends près du téléphone que les Iraniens m'appellent. Et ils n'ont jamais appelé. C'est exactement de la même façon qu'il gère la situation avec les Iraniens aujourd'hui. Il a envoyé le vice-président Pence à Islamabad parce que Kushner et Witkoff lui ont dit que selon eux, les Iraniens pouvaient fabriquer 11 bombes. En réalité, de l'uranium enrichi à 60% ne permet pas de fabriquer des bombes nucléaires. Il faut atteindre 90% et faire des essais. Cependant, l'Iran a eu 8 mois entre la dernière guerre en juin 2025 et la fin février 2026 pour fabriquer ces 11 bombes, ou même une seule. Dans leur idéologie, ils ne croient pas à la fabrication de bombes nucléaires, conformément à ce qu'avait déclaré le défunt grand ayatollah Saïd Ali Khamenei. On ne sait pas encore ce que son fils va apporter à l'Iran maintenant. Cependant, nous n'avons vu aucun signe indiquant le contraire. Ce que Trump veut, c'est un enrichissement à zéro. C'est contraire au droit international,
parce que l'Iran est signataire du TNP, le traité de non-prolifération, et qu'il a le droit d'enrichir l'uranium à environ 3,6-3,75% pour l'énergie et la recherche. C'est un droit, comme c'est le droit de tout pays dans le monde. Tant qu'il y a des inspecteurs de l'ONU pour surveiller cette production d'uranium enrichi, pour contrôler les centrifugeuses, leur type, qu'elles soient primitives, normales ou les plus modernes et avancées que possède l'Iran, tout cela reste encadré. Ces centrifugeuses ont d'ailleurs été installées seulement après les sanctions imposées par Donald Trump et après l'assassinat du chef du programme nucléaire, Fakhrizadeh, en 2021. L'Iran est alors passé à un enrichissement à 60%, parce que le Mossad et la CIA avaient saboté l'installation d'enrichissement de Natanz. C'était une réaction à ce que les Américains et les Israéliens avaient fait. Aujourd'hui, Donald Trump veut un enrichissement à zéro. C'est impossible. Cela va à l'encontre de la fierté de l'Iran et de son droit légal. En revanche, l'Iran peut suspendre l'enrichissement de l'uranium, qu'il dispose déjà d'assez d'uranium enrichi. Ils peuvent même placer l'uranium enrichi à 60%, soit 441 kilos, sous la surveillance des Nations Unies ou de l'AIA. Rafael Grossi envoyait régulièrement ses équipes pour le contrôler. L'Iran est le pays le plus inspecté au monde, et c'est tout à fait possible. Donc, si les Américains ont peur que l'Iran fabrique une bombe nucléaire, ils doivent lever les sanctions, permettre à l'Iran, surtout au peuple iranien, parce que les sanctions touchent les gens, pas les dirigeants, de survivre et de vivre normalement, surveiller leurs réserves d'uranium enrichi et s'assurer que l'Iran respecte la loi au moment où les Américains la respecteront eux aussi. Mais Donald Trump, lui, ne veut pas de ça. Il veut l'agenda israélien, zéro enrichissement, et parfois il parle aussi de la portée des missiles, ceux qui peuvent atteindre uniquement les États arabes, mais pas Israël. Alors, Araqchi est allé au Pakistan en réponse à la visite du chef de l'armée pakistanaise, qui avait apporté une proposition. Araqchi est revenu et a accepté quelque chose avec quoi Donald Trump était déjà en désaccord. L'idée, c'était d'ouvrir partiellement le détroit d'Ormuz, en échange d'un allègement partiel du blocus américain. Mais Donald Trump nous a dit que c'était lui qui avait imposé le blocus, même si l'Iran l'avait levé et avait dit on l'ouvre. Et lui, il a répondu non. Et quand on lui a montré les conséquences que cela avait sur le peuple américain, il a simplement dit « Eh bien, pour un temps ». Ça veut dire qu'il a reconnu à quel point il fait du tort au peuple américain, aux Iraniens, aux populations asiatiques, à l'Europe et au reste du monde. Parce que le détroit d'Ormuz, c'est de là que vient environ 20% de l'énergie et du pétrole mondiaux. Et on ne parle pas seulement de pétrole, on parle aussi de gaz, d'engrais, de tout ce qui dérive du pétrole et de tous les autres produits essentiels à tant de secteurs. En gros, Donald Trump a dit « Je n'envoie pas Kushner et Witkoff pour le moment, parce qu'il veut 100%, comme il l'a dit lui-même. Il a dit « Je ne veux pas 90%, je ne veux pas 95%, je veux 100%. » C'est facile de demander 100% quand on est victorieux, quand on est le gagnant. Mais l'Iran n'a pas levé le drapeau blanc. Comment peut-on dire « Voici mes conditions et je veux que les Iraniens s'y plient ». C'est pour ça qu'Araqchi a quitté le Pakistan. Absolument. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ces points très importants, parce que je pense qu'ils sont souvent oubliés ou parfois même volontairement mal interprétés. Ça aide vraiment à remettre les choses en perspective et à mieux comprendre quels sont les véritables objectifs de l'Iran, ainsi que la position de l'administration Trump. J'ai trouvé très intéressant ce qu'a dit cette semaine le président français Emmanuel Macron. Je cite, « Personne n'est totalement sûr que cet allié, les États-Unis, soit fiable.
Alors, si les alliés de l'Amérique ne peuvent pas faire confiance à Washington, comment l'Iran pourrait-il faire confiance à l'administration américaine? On peut dire sans exagérer que les États-Unis se sont complètement discrédités sur le plan diplomatique en tant que médiateurs honnêtes, en lançant 2 guerres d'agression alors même que des négociations de haut niveau étaient en cours. Donc si j'étais l'Iran, je m'attendrais probablement à ce que l'administration Trump trahisse une 3e fois ses propres engagements à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Iran voie réellement que l'administration américaine sous Trump négocie ou est prête à négocier de bonne foi? Il n'y a aucune garantie. Une forme de garantie pourrait être que les Iraniens livrent l'uranium enrichi à 60%, dont ils ne savent pas vraiment quoi faire. C'est leur seul moyen de pression face aux sanctions. Ils n'ont rien contre les Américains. L'idée serait de le remettre à un pays tiers, à condition qu'il le garde sous sa garde, et que ce pays le rende à l'Iran le jour où les Américains violeraient l'accord. C'est une possibilité que les Américains ont refusée. Eux, ils veulent que les 60% soient livrés aux États-Unis. Mais ça ne marche pas, parce que, comme vous l'avez justement rappelé, les Américains ont attaqué les Iraniens à 2 reprises pendant les négociations. Aucun ennemi, ni même aucun ami des Américains, ne pourrait jamais leur faire confiance. On l'a bien vu, ils ont augmenté les droits de douane contre les Européens et leurs alliés, y compris les Canadiens, les Japonais, les Français, les Allemands, le Royaume-Uni, même le Royaume-Uni. Ces vieilles alliances anglo-saxonnes avec lesquelles ils ont bouleversé le monde. Et maintenant, ils disent « Ce n'est pas notre guerre, on ne va pas vous aider » à Donald Trump. Enfin, Trump dit « Je pense à me retirer de l'OTAN ». Eh bien, en Europe, ce serait presque une fête, en réalité. Ce n'est pas une menace que Trump puisse brandir contre l'Europe, parce que l'OTAN a des dizaines de bases dans de nombreux pays européens. Et ces pays sont en quelque sorte occupés parce que ces bases de l'OTAN abritent des soldats qui peuvent aller et venir quand ils veulent, sans aucune supervision ni contrôle. Ils peuvent y amener des armes et en repartir, comme ils le font pendant la guerre en Iran, ce qui rend chaque pays européen complice, selon l'article 33-14 des Nations Unies, puisqu'ils utilisent le territoire européen pour attaquer l'Iran. Ce n'est donc pas quelque chose que les Européens aimeraient avoir chez eux, être accusés de participer à une guerre illégale. Alors, qui fait confiance à Trump? Personne. Personne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, mène aussi des discussions bilatérales avec les alliés stratégiques de l'Iran, la Russie et la Chine, ainsi qu'avec Oman. Oman a d'ailleurs joué le rôle de médiateur, si je ne me trompe pas, lors du premier cycle de négociations, celui que l'administration Trump avait utilisé comme prétexte, puisqu'elle avait en réalité prévu, puis mené, ses premières attaques en février. Quelle est la nature des consultations avec la Russie et la Chine ce week-end? Tout d'abord, Oman a joué un rôle très positif. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a été très surpris de voir les Américains attaquer l'Iran. Il a dit « Nous avions réussi à percer ». Et il y avait là un expert britannique du Foreign Office, spécialiste aussi de la question nucléaire, qui a ajouté « Nous n'aurions jamais cru que l'Iran puisse faire autant de concessions ». L'accord s'est donc conclu directement à la table des négociations. Mais aujourd'hui, Oman a pris position et dit « Je ne veux plus m'en mêler, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains. » Les Russes et les Chinois rencontrent le même problème. Cependant, eux peuvent jouer un rôle de garant si jamais l'Iran décidait de confier son excédent de matière nucléaire, les 60%, voire les 20%, car l'Iran possède plusieurs tonnes enrichies à 20%.
Et par le passé, il est déjà arrivé qu'ils en remettent une partie aux Russes. Les Russes sont aussi présents sur le site nucléaire de Bushehr. Mais maintenant, ils sont partis, plus de 600 d'entre eux, parce qu'ils sentent la menace américaine et que cette guerre est loin d'être terminée. Les Américains continuent de renforcer une énorme puissance militaire au Moyen-Orient, tout en faisant semblant de négocier. En réalité, ils ne négocient pas, ils imposent leurs conditions, à prendre ou à laisser. Au final, ils pourraient bien chercher à faire la guerre. Voilà la position des Américains. Les Iraniens, eux, ont la mer Caspienne avec la Russie et une ligne ferroviaire avec la Chine via l'Ouzbékistan. Du coup, leurs relations avec ces deux grandes puissances, surtout avec la Russie, soutiennent l'économie iranienne. Et l'inverse est aussi vrai. Et puis, la Chine est le principal acheteur du pétrole iranien à bas prix. Parce que le pétrole qui vient d'Iran est tout simplement le moins cher que la Chine puisse trouver dans le monde. On parle d'au moins 20 à 30% en dessous du prix du marché. Et pour ça, la Chine n'a pas vraiment envie de puiser dans ses réserves. Elle préfère continuer à profiter du pétrole iranien. Mais avec le blocus imposé par les Américains, ça commence à devenir un vrai casse-tête pour Pékin. Les Iraniens, eux, essayent de réfléchir avec les Chinois à ce qu'ils peuvent proposer ou à quelles solutions ils pourraient trouver pour alléger la situation, parce que l'Iran n'est pas prêt à se rendre. Ils cherchent quand même un moyen de raisonner Donald Trump, qui voit tout ça surtout comme un défi lancé à Barack Obama, et pas comme une façon de rendre le monde plus sûr. Il a dit qu'il avait détruit la puissance nucléaire, qu'il avait démantelé les installations d'enrichissement, qu'il n'y avait plus de nucléaire en Iran. Et il a ajouté « Je mène cette guerre pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. » Franchement, on nous prend pour ce que cet homme veut vraiment. Absolument, je pense que personne ne le fait. Je crois que quand il s'agit de ces déclarations, c'est devenu, malheureusement, je ne veux pas être trop direct, mais autrefois, quand la Maison-Blanche publiait un communiqué, c'était pris au sérieux. Aujourd'hui, il y a tellement de revirements, de changements d'avis, de contradictions, que même les marchés, à mon avis, ne réagissent plus aussi fortement qu'avant aux déclarations de Trump. Donc évidemment, on peut dire qu'un acteur étranger ne saurait même pas comment interpréter ces propos. Mais clairement, tout ça est devenu du bruit, plutôt qu'une communication ou un message réellement significatif. Vous avez mentionné qu'il y avait une possibilité d'une nouvelle escalade, et je me souviens avoir vu des rapports récents indiquant que 25 avions américains de ravitaillement et de transport ont atterri à l'aéroport Ben Gurion, près de Tel Aviv. Si je comprends bien, c'est évidemment un nombre très important d'appareils et c'est exactement ce qu'on avait observé quelques jours avant que les États-Unis et Israël n'attaquent illégalement l'Iran en février. Alors, Elijah, diriez-vous qu'il y a des signes montrant que les États-Unis pourraient effectivement frapper l'Iran pendant la prolongation du cessez-le-feu que Trump lui-même a annoncé il y a quelques jours? Eh bien, c'est une possibilité très sérieuse. Cependant, le cessez-le-feu est discutable. Comment peut-on parler de cessez-le-feu alors qu'il y a un blocus contre l'Iran et en réalité un blocus contre l'économie mondiale? Parce que tout cela paralyse le monde entier et ça touche directement nos propres portefeuilles. Au bout du compte, c'est le consommateur final qui va payer le prix et la différence des prix à cause de cette guerre. On voit par exemple Lufthansa qui a supprimé 20 000 vols. C'est énorme et c'est à cause du manque de carburant pour les avions, lui-même lié à la situation dans le détroit, à la guerre que subit l'Iran. Donc oui, rassembler les forces, c'est bien réel.
D'un point de vue militaire, tout ça montre qu'on se prépare à la guerre et qu'on recharge le système israélien d'interception de missiles. C'est aussi un signe qu'un conflit se profile. Mais encore une fois, qu'est-ce que Donald Trump peut faire maintenant qu'il n'a pas déjà fait pendant les 40 derniers jours de guerre? Et qu'est-ce que les Israéliens peuvent faire de plus qu'il n'ait pas déjà tenté pour détruire l'Iran et la forcer à négocier? Ils ont déjà épuisé leur liste d'objectifs. Toutes les cibles et les infrastructures militaires ont été frappées. Et après ça, ils sont passés aux ponts, aux écoles, aux hôpitaux, aux universités, aux centres de médias et aux assassinats ciblés. Les Israéliens ont même visé le dépôt de pétrole à Téhéran. Ils ont frappé des installations électriques, des usines de dessalement, bref, beaucoup de cibles civiles. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on peut en tirer, c'est ce que Donald Trump a dit, et c'est assez honteux, qu'il allait détruire la civilisation iranienne. Cette phrase a rassemblé tous les Iraniens du monde, ceux qui sont contre le gouvernement iranien, comme ceux qui le soutiennent. Tous se sont unis autour de leur pays en disant « Nous sommes avec notre nation. Nous ne voulons pas qu'elle soit détruite. » Mais ils ne se dressent pas contre le gouvernement, parce qu'ils sont reconnaissants que ce gouvernement fasse face à quelqu'un qui dit « Je veux effacer votre civilisation. » Franchement, prononcer ces mots, c'est très grave. On ne peut pas effacer une civilisation, sauf si on envisage d'utiliser une arme nucléaire. Et même si vous utilisiez une arme nucléaire contre 1 648 000 km², c'est-à-dire la superficie de l'Iran, il vous faudrait tellement d'autres armes nucléaires comme celles que possèdent les États-Unis. Donc, ce n'est pas une seule bombe comme à Hiroshima ou Nagasaki, mais de nombreuses armes nucléaires pour anéantir une civilisation. C'est ce que Donald Trump veut faire, parce que sinon, l'Iran est résilient. Il mène une guerre d'usure et peut encaisser les coups. L'Iran ne se bat pas pour gagner, il se bat pour ne pas perdre, pour se défendre. Ce sont Trump, Israël et Benjamin Netanyahou qui se battent pour gagner. Mais ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs face à la solidarité du peuple iranien autour de ses dirigeants. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment obtenir avec plus de guerre? Franchement, je ne vois rien de concret qu'ils puissent atteindre. Mais on sait que Donald Trump peut se contredire 7 fois dans la même phrase. Donc, comprendre ce qu'il pense, c'est très difficile. Quelle est au fond la stratégie finale? Parce qu'au bout du compte, il suit le plan de Benjamin Netanyahou. C'est ce que Marco Rubio nous a dit. Les Israéliens voulaient attaquer l'Iran, alors nous sommes venus soutenir Israël et nous avons déclenché cette guerre parce qu'Israël voulait attaquer l'Iran. C'est aussi simple que ça. Absolument. Et c'est exactement ce que Marco Rubio nous a dit. Puis, le lendemain, il a essayé de revenir un peu sur ses propos, sans doute parce qu'il s'est rendu compte à quel point il avait été franc et direct la veille. Mais il n'a laissé aucun doute sur le véritable bénéficiaire de cette guerre. Et ce n'est clairement pas les États-Unis. Tournons-nous maintenant vers le détroit d'Ormuz. Il semble que des navires sous sanctions continuent de le traverser. Par le passé, l'Iran a tiré sur certains navires. Les États-Unis, eux, ont saisi 2 navires iraniens, voire plus. Mais quel est l'intérêt pour Trump de bloquer ainsi l'économie mondiale, comme vous venez de le dire? C'est un obstacle direct à toute avancée dans les négociations, comme les responsables iraniens l'ont répété à plusieurs reprises. L'Iran dit « levez le blocus ». Ce blocus viole en réalité notre accord et alors nous pourrons envisager de reprendre les négociations. Alors pourquoi Trump maintient-il ce blocus contre l'Iran tout en affirmant que les États-Unis veulent négocier? Eh bien, les États-Unis ne veulent pas négocier. Les États-Unis veulent dicter.
le vice-président Vance est sorti en disant que les Iraniens n'avaient pas accepté nos conditions. C'est aussi simple que ça. Il parle des conditions américaines, pas d'une négociation. Une négociation, c'est un espace où les gens cherchent un terrain d'entente, ils se mettent d'accord sur certains points communs, puis ils avancent. Il a fallu plus de 13 ans aux Américains pour négocier un accord nucléaire avec l'Iran. Donald Trump, lui, veut le faire en 2 séances. C'est impossible. Il y a trop de détails. À moins qu'il soit assez têtu pour dire « zéro enrichissement et c'est tout ». Les Iraniens ont dit non. Très simple. À cette exigence-là et à ces seules conditions, les Iraniens ont dit non. Ils proposent d'autres termes. De quoi avez-vous peur pour qu'on vous donne la sécurité que vous recherchez? Je veux tout ton uranium enrichi, celui que tu as chez toi, aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, ça n'arrivera pas. On ne te fait pas confiance. C'est justement pour ça qu'on fait des accords. Parce que 2 camps sont ennemis et qu'ils ne se font pas confiance. Alors, il conclut un accord avec d'autres acteurs, d'autres pays, qui peuvent le superviser et s'assurer qu'il fonctionne correctement. Mais Donald Trump, lui, ne veut pas de ça. C'est donc un vrai cercle vicieux, parce que l'écart est trop grand. Donald Trump ne veut pas négocier. Il veut dicter. C'est pour ça qu'il a sorti aujourd'hui cette phrase « Je n'envoie pas Kushner et Mnuchin ». Point final. C'est une décision d'un seul homme. Ce n'est pas quelqu'un qui veut négocier, parce qu'il veut simplement entendre une phrase « zéro enrichissement ». Mais il ne l'entendra pas, parce que c'est aussi une question de fierté en Iran. Ce n'est pas seulement un droit légal, c'est aussi une question d'honneur. Vous n'avez pas gagné pour que nous soyons soumis à votre dictat. J'aimerais qu'on parle de votre article récent, celui que vous avez publié sur votre site. Pour nos spectateurs, je mettrai le lien vers l'article dans la description ci-dessous. Dans cet article, vous écrivez « Les États-Unis affirment que le cessez-le-feu reste en vigueur, tout en insistant sur le fait qu'Israël conserve le droit de se défendre contre le Hezbollah. Cette formulation donne à Israël une certaine marge de manœuvre sur le plan opérationnel. Elle permet à Washington de dire que la diplomatie fonctionne, alors même que les opérations militaires se poursuivent presque quotidiennement. Elijah, pouvez-vous développer ce point et nous aider à comprendre quel rôle joue le Hezbollah, un groupe de résistance libanais, dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran? C'est une très bonne question, mais elle n'est pas simple à traiter rapidement. Alors pardonnez-moi si je prends un peu de temps. Depuis le tout début, le Hezbollah a tiré 6 roquettes sur Israël en 15 mois, tandis qu'Israël, selon les forces des Nations Unies appelées la FINUL, a violé le cessez-le-feu 10 000 fois, et selon le gouvernement libanais, 15 000 fois. On ne va pas s'attarder sur qui a raison. Prenons l'estimation la plus prudente. Israël a violé le cessez-le-feu 10 000 fois et tué un peu moins de 500 personnes, entre 450 et 500 Libanais. Le Hezbollah n'a pas riposté. Il ne l'a fait que le dernier jour, quand la guerre a commencé contre l'Iran. Et là, je vais partager quelque chose que les gens n'ont encore jamais entendu. En juin 2025, l'Iran a demandé au Hezbollah « Si tu veux rejoindre la guerre, viens, parce que je peux te soutenir. Et tu pourras imposer une nouvelle règle d'engagement pour mettre fin aux violations israéliennes du cessez-le-feu, puisque c'était Israël qui violait le cessez-le-feu, pas le Hezbollah. Et le Hezbollah a répondu en juin « Je ne suis pas prêt ». L'Iran a dit « D'accord, je respecte ça ». Cette fois, le Hezbollah a dit « Je veux participer ». Alors, pour ceux qui doutent de ce que je dis, on peut regarder les faits. L'intervention du Hezbollah dans cette guerre n'a été ni bénéfique ni nuisible pour l'Iran. Le front entre le Hezbollah et Israël n'a pas détourné l'attention des États-Unis et de l'Iran de leur guerre contre l'Iran.
Israël et les États-Unis ont donc poursuivi le conflit avec la même intensité, peu importe ce que faisait le Hezbollah à la frontière avec les Israéliens. Pour le Hezbollah, la situation pendant ces 15 mois était intenable, et il était crucial d'imposer aux Israéliens un cessez-le-feu qu'ils n'ont pas respecté. Pendant ces 15 mois, le gouvernement libanais pensait que le Hezbollah était devenu trop affaibli pour continuer la lutte contre Israël. Ils ont donc ordonné au Hezbollah de quitter le sud du fleuve Litani, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Hezbollah a respecté cette décision et s'est retiré. Ils ont remis toutes leurs armes à l'armée libanaise, mais les Américains ont obligé cette armée à détruire ses armes. Les États-Unis ne voulaient pas que l'armée libanaise les garde, parce qu'elle représentait un danger pour Israël. En réalité, les Américains veulent que l'armée libanaise reste faible face à Israël, mais suffisamment forte pour une guerre civile au Liban. Et ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux de l'envoyé spécial américain, Thomas Barak, qui a déclaré « Nous ne voulons pas armer l'armée libanaise pour qu'elle combatte Israël, mais pour qu'elle combatte le Hezbollah. » Autrement dit, ils veulent que l'armée libanaise tourne ses armes contre le Hezbollah. Alors, le Hezbollah a dit « D'accord, je ne vais pas provoquer de conflit interne, ni de guerre civile. » Le gouvernement libanais a considéré la branche militaire du Hezbollah comme illégale, et le Hezbollah n'a pas réagi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a déclaré « Je vais entrer au Liban ». Le président libanais a alors ordonné à l'armée libanaise de se retirer de tout le sud du pays, jusqu'à la limite sud du fleuve Litani, donc au nord du Litani, abandonnant ainsi une zone totalement désarmée, sans présence du Hezbollah, laissée libre pour les Israéliens. Le Hezbollah a réagi immédiatement et a envoyé des hommes pour affronter les Israéliens, afin qu'ils ne pensent pas qu'ils pouvaient simplement se promener, entrer sans rencontrer de résistance. Et c'est là que le Hezbollah a commencé. Et il ne s'arrêtera pas, même si la guerre avec l'Iran prend fin. Même si l'Iran parvenait à un accord, et l'Iran insiste pour ne pas en conclure un sans inclure la paix pour tout le Moyen-Orient, le Hezbollah ne s'arrêtera pas si Israël continue de violer le cessez-le-feu. Et Israël continue. Ils violent toujours le cessez-le-feu. Aujourd'hui, ils ont mené 5 frappes aériennes sur différentes zones. Hier, les mêmes zones, au-delà du fleuve Litani, au-delà de la ligne jaune dessinée par Benjamin Netanyahou, qui couvre 61 villages dans le sud du Liban. Des villages qu'Israël n'a pas occupés, mais pour lesquels il a déclaré « Quiconque entre dans ces villages, je tirerai sur lui ». Donc le cessez-le-feu que Donald Trump avait réussi à obtenir d'Israël, concernant le sud du Liban, existe en réalité seulement sur le papier. Parce que les Israéliens disent « Nous ne tirerons pas sur le gouvernement libanais ». Mais le gouvernement libanais, lui, n'a jamais été en guerre avec Israël. Mais nous allons tirer uniquement contre le Hezbollah et contre les habitants du sud du Liban qui rentraient chez eux. Alors, où est le cessez-le-feu? Il n'y a pas de cessez-le-feu. Cet accord, c'était juste une mascarade. Et ça me rappelle, parce que je suis assez âgé, et que j'ai couvert l'invasion du Liban par Israël en 1982. À la fin de cette année-là, Ronald Reagan avait reçu le président libanais, puis 2 fois encore, en 1983, uniquement pour parler de la signature d'un accord de paix avec Israël, mais pas de l'occupation israélienne du Liban, qui a duré 18 ans, de 1982 jusqu'à l'an 2000. Aujourd'hui, Israël occupe encore une partie du Liban et ne se retirera pas, avec ou sans accord. Les Israéliens nous ont appris que quand ils prennent une terre, ils ne la rendent pas. La seule exception, c'était en 2000, sous Ehud Barak, quand il était Premier ministre.
À l'époque, Benjamin Netanyahou, qui n'était pas Premier ministre, l'avait vivement critiqué. Mais aujourd'hui, c'est lui le Premier ministre, et il ne compte pas lâcher prise. Au contraire, il s'approprie aussi une partie de la mer libanaise, là où se trouvent des zones de pétrole et de gaz. Voilà où nous en sommes. C'est ça que Donald Trump a appelé un cessez-le-feu. Le Liban est bien sûr au cœur des discussions entre les États-Unis et l'Iran, et récemment, Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec le Liban pour 3 semaines supplémentaires, en excluant le Hezbollah. Donc, d'après ce qu'on observe, Israël a en pratique l'autorisation de Washington pour continuer à frapper le Hezbollah dans le sud du Liban en toute impunité, en tuant des civils, des femmes et des enfants. Il existe de nombreuses vidéos montrant les massacres qui sont commis dans le sud du pays. Comment le gouvernement libanais peut-il justifier la mort de civils libanais dans ces zones? Et comment peut-il continuer à négocier avec Israël alors que Israël mène ces massacres contre des villages, détruisant littéralement des villages entiers? Ne riez pas, c'est la réalité. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Raji, a été interrogé. Comment allez-vous négocier avec les Israéliens sans levier? Voici ses mots. Il a dit, normalement, on a un levier militaire ou économique. Nous, on n'a ni l'un ni l'autre. Ce qu'on a, c'est qu'on est amis avec les Américains, on va se plaindre un peu, et ensuite ils s'occupent de nous et nous aident contre Israël. Ce ne sont pas mes mots. Vous pouvez vérifier ça en ligne. Et puis son patron, le chef des forces libanaises, Samir Djadjea, un homme de droite, a reçu la même question. On lui a demandé, quand les Israéliens vont vous dire, qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre levier? Il a réfléchi un instant et il a répondu, la France nous aime. Voilà les outils de négociation du gouvernement libanais. C'est risible, mais en réalité c'est dramatique. On a un gouvernement qui sait qu'il n'a aucun levier, à part la résistance locale, et qui dit « je ne veux pas que vous combattiez Israël, mais moi non plus je ne vais pas combattre Israël ». Et en même temps, il dit à l'Iran « je ne veux pas que vous négociez à ma place ». Il prétend qu'il va négocier lui-même. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est se plaindre aux Américains en espérant que la France nous aime. Voilà, ce sont les outils du gouvernement libanais. Heureusement, les pays arabes ont freiné l'enthousiasme du président, qui ne représente qu'une toute petite partie de la population, puisqu'il a été élu grâce au soutien des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Et ensuite, les Saoudiens, notamment avec la Turquie, lui ont demandé d'arrêter. On ne peut pas aller serrer la main de Benjamin Netanyahou et faire la paix avec quelqu'un recherché pour crimes de guerre, alors qu'il occupe votre pays, et que vous n'avez aucun moyen de le faire se retirer. Parce que, dans les faits, les Américains préfèrent Israël à tout le monde au Moyen-Orient, y compris aux pays arabes et du Golfe, qui ont versé 3 000 milliards de dollars à Donald Trump quand il est arrivé au pouvoir. Et il ne les a même pas consultés quand il est parti en guerre contre l'Iran, ni défendus. Ils ont dû payer eux-mêmes pour le système d'interception de missiles. Ils doivent payer pour les dégâts. Et ces dégâts, on parle de dizaines de milliards de dollars. Le Qatar, à lui seul, pour un seul site, qui a coûté 26 milliards, a subi des dommages de 20 milliards. Alors on parle du Koweït, de Bahreïn, des Émirats, du Qatar, de l'Arabie saoudite et de tous ces pays, y compris l'Irak. Tous ces pays ont souffert parce que Donald Trump n'a même pas pris la peine de les consulter. Il va préférer le Liban parce qu'ils savent se plaindre ou parce que les Français les adorent. Pendant ce temps, l'ambassadeur d'Israël à Washington, qui négocie avec l'ambassadeur du Liban, a dit clairement qu'il n'y avait pas de place pour la France dans ces discussions. Ils ne veulent pas de la France. Le gouvernement libanais, lui, n'a aucun levier. Et on parle de ce même gouvernement libanais
alors que l'envoyé présidentiel américain Thomas Barak a déclaré « C'est un État en faillite ». Ce n'est pas un État. Ce sont ses mots, pas les miens. Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Et Benjamin Netanyahou dit « J'ai l'autorisation, j'ai la liberté et le droit de me défendre et de continuer à faire le Hezbollah ». En fait, il avait déjà cette liberté en novembre 2024, quand la guerre s'est arrêtée et que la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU devait enfin être respectée. Et quand Thomas Barak est allé voir Benjamin Netanyahou, il est revenu au Liban en disant « Eh bien, en réalité, Netanyahou ne croit plus aux frontières. Il ne croit plus à aucune résolution du Conseil de sécurité et que la 1701, c'est du passé. » Alors, quand il ne croit plus aux frontières et qu'on a un autre ministre libanais de l'Industrie qui fait aussi partie des forces libanaises, donc le ministre de l'Industrie et le ministre des Affaires étrangères, tous deux du même parti, eh bien ce ministre a déclaré que c'était faux de dire qu'Israël travaillait sur le projet du Grand Israël. Alors même que Benjamin Netanyahou lui a affirmé publiquement « Oui, je travaille sur le Grand Israël ». Voilà, ça, c'est le gouvernement libanais. C'est un sujet passionnant et je pense qu'il mérite à lui seul une discussion sur la renaissance de l'axe de la résistance, comme on en avait parlé la dernière fois. J'aimerais beaucoup vous revoir dans l'émission pour qu'on se concentre précisément sur ce point. Mais si on revient à Téhéran, il semble que la capitale reste ferme sur sa position. La levée du blocus naval imposé par les États-Unis serait une condition préalable pour avancer. Et si cela se produit, une deuxième série officielle discussion directe au plus haut niveau pourrait avoir lieu. Et si ça n'arrive pas, et s'il y a une nouvelle escalade, une carte que le Yémen jouera très probablement, c'est bien sûr la fermeture du Bab el-Mandeb. Parce que la stratégie, c'est de rendre le coût de la guerre insupportable, puisque militairement, l'Iran est évidemment plus faible que les États-Unis. On sait que les États-Unis sont une puissance nucléaire. Donc, l'aspect économique de la guerre est au cœur de la stratégie iranienne. Une perturbation au Bab el-Mandeb provoquerait bien sûr l'arrêt de près de la moitié du trafic maritime mondial. Ce serait vraiment catastrophique pour l'économie mondiale, y compris pour les États-Unis, pour l'Europe, pour tout le monde. Alors, quelle est la probabilité qu'Ansar Allah et l'Iran jouent cette carte, qu'ils ferment le Bab el-Mandeb, si aucun progrès réel n'est fait sur le plan diplomatique dans la semaine à venir? Si la guerre reprend, Bab el-Mandeb sera la première carte utilisée par Ansarullah au Yémen. Et c'est là que l'économie mondiale va en souffrir. On sait maintenant que l'Arabie saoudite exporte encore environ 3,5 millions de barils de pétrole, en compensant via le terminal de Yanbu sur la mer Rouge, à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais en cas de nouvelle guerre, Bab el-Mandeb sera fermé. Et c'est à ce moment-là que l'économie mondiale souffrira encore plus, et bien davantage. Parce que Donald Trump affirme que l'Iran perd 500 millions de dollars par jour. Ce n'est pas vrai, car l'Iran n'exporte pas plus d'1,8 million de barils en temps de paix. Donc ce qu'il dit, à savoir qu'ils perdent 500 millions, n'est pas exact. Mais le monde entier manque chaque jour de 13 à 15 millions de barils. Il n'y a aucun moyen de compenser ça avant 8 à 12 mois. Avec la fermeture de Bab el-Mandeb, l'Europe sera la première à tomber à genoux économiquement. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit que la seule façon d'y faire face, c'est que les gens consomment moins. Ce qui veut dire, en réalité, que l'Europe nous dit qu'elle n'a aucun moyen de contrer ça. En France, le gouvernement a annoncé 6 milliards de dollars pour compenser la hausse des prix. Le prix du diesel est passé d'1,50 € à 2,50 € le litre. C'est ce qu'on paye ici.
Et on n'en est qu'au début de la crise. Les effets en chaîne ne nous ont pas encore atteints. Et si on parle de l'essence et du diesel, donc du transport de tout, ça veut dire la nourriture et tous les autres produits essentiels, toutes les nécessités. Si Bab el-Mandeb se ferme, il est difficile d'imaginer les conséquences dévastatrices pour le monde. Et qui va mettre assez de pression sur Donald Trump? Il n'a pas d'amis. Qui va lui dire d'arrêter? Personne ne peut le forcer à le faire, parce qu'il est tellement narcissique qu'il croit que tout ce qu'il dit est juste. Et toutes les personnes autour de lui le confortent dans l'idée que tout ce qu'il fait ou dit est correct. Et dans chacun de ses discours, il attaque Biden, il attaque Obama. Ce président a fait des miracles. Tout à coup, l'Amérique ne survit que parce que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Et avec une personne comme ça, tellement gonflée d'elle-même, penser à l'économie mondiale, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Il a dit, on a du pétrole. C'est à ce moment-là, il s'est retiré du programme pour le climat. Parce qu'il se fiche complètement du climat. Il se fiche de la prochaine génération. Qu'est-ce qui va arriver aux enfants et aux enfants de ses enfants? Quel genre de monde est-ce qu'on leur laisse? Il s'en moque parce qu'il dit, bon, les Américains vont un peu souffrir. Ce sont ses mots, un peu souffrir. Mais souffrir un peu ou beaucoup, ça reste souffrir. Il a été élu en disant, pas de guerre, et je vais faire baisser les prix. Les prix ont augmenté, et il est engagé dans une guerre israélienne parce qu'il l'a adoptée. Alors avec le Bab el-Mandeb, franchement, c'est vraiment inquiétant. Absolument. Elijah, merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour cette conversation vraiment passionnante. J'espère que tu reviendras bientôt pour un nouvel épisode afin qu'on puisse approfondir ce sujet. Pour nos spectateurs, je recommande vivement de suivre Elijah sur X et aussi d'aller voir son site eujemanier.com. Le lien est dans la description ci-dessous. Elijah y publie très souvent. Je vois de nouveaux posts tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine. Tu tiens toujours ton public bien informé. Merci encore Elijah et j'ai hâte de te retrouver à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir de m'avoir invité.